Je vous présente Farah Fratta, une mère de famille en plein divorce de 33 ans. C'est samedi soir et après avoir été chez le coiffeur et s'être mis sur son 31, elle compte faire un passage rapide par chez elle pour récupérer son sac à main. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et à 20h05, les services de police reçoivent cet appel d'une voisine de Farah. Frank, just saw a shooting, please. Okay, do you know if anybody's been shot? Yes, I see the lady. I see her in her garage right now. Was somebody shot? Yes. You need to send an ambulance. She's down. There's still a person out there. There's a black gentleman. He's got a black shirt and a black pants. The lady is down in her garage. She's been shot 2 times. There are 2 shots. Oh, dear. Okay. Cette affaire est surprenante. Vous allez découvrir ce qu'il se passe derrière la porte de la famille Fratta. Une famille peut paraître heureuse et épanouie quand on les côtoie au quotidien. Mais est-ce qu'on sait ce qui se passe réellement quand la porte du domicile se ferme? Cette histoire est assez dégoûtante. On va y découvrir les déviances d'un père de famille qui semble bien sous tout rapport. L'affaire s'est étalée sur plus de 30 ans avant de trouver son dénouement et avec de nombreux rebondissements. C'est en janvier 2023 que tout se termine. On va planter le décor. C'est à la fois l'histoire d'un drame passionnel et celle d'un ex-policier qui embauche des gens pour faire ce qu'il ne veut pas faire. Tout ça en pensant qu'il est plus malin, plus beau et plus intelligent que tout le monde. Alors soyez les bienvenus pour cette nouvelle et surprenante histoire de crime. Pour débuter cette affaire, nous allons nous rendre dans une ville qui se nomme Atascocita. Elle se situe au nord-est de Houston et elle est réputée pour être une des villes avec une des meilleures qualités de vie au Texas. Par contre, si vous cherchez une activité dans cette ville, ce n'est plus la peine d'y compter après 4 heures de l'après-midi. Assez étonnant quand on sait qu'elle abrite 80 000 habitants. C'est dans ce petit coin de paradis, au 5411 Timbers Trail Drive, que vit la famille Fratta, dans une petite maison de banlieue chaleureuse, érigée dans un cadre verdoyant. C'était là aussi que vivait Robert Fratta, ou Bob pour les intimes, peu de temps avant sa séparation avec Farah. Les Fratta étaient mariés depuis environ 11 ans au moment de leur séparation, en 1994. Leur divorce se passait mal et ils se battaient pour la garde des enfants. Ils sont 3, Bradley 7 ans, Daniel 6 ans et Amber 4 ans. Maintenant que le contexte est posé, revenons à ce 9 novembre 1994 où Farah Fratta s'est fait tirer dessus dans le garage de sa maison familiale où elle vivait avec ses 3 enfants. Farah, ce soir-là, se prépare pour aller faire la fête. Elle est allée chez le coiffeur, elle est passée par son salon de beauté préféré. Elle se fait belle, il est environ 20h, elle doit repasser par chez elle. Elle rentre la voiture dans son allée, elle se gare dans son garage. Et au moment où elle descend de sa voiture, surgit de nulle part, un homme arrive et lui tire à bout portant dans la tête. Il prend la fuite, il entend que Farah est toujours vivante, il fait demi-tour, revient au-dessus du corps allongé sur le sol en béton du garage et finit son œuvre en lui mettant une seconde balle dans le visage. Heureusement, ses enfants ne sont pas là, ils sont à l'église avec leur père en train d'assister à la messe. Farah gît sur le sol froid et dur de son garage, baignant dans une mare de sang. L'auteur a pris la fuite par l'allée et s'est engouffré par la porte passager dans une voiture qui l'attendait moteur tournant. Les voisins de Farah ont été par hasard témoins des faits ce soir-là. Ils ont vu la jeune femme rentrer dans son allée et se sont retournés. Puis ils ont entendu des coups de feu, des cris, et ont vu que Farah venait de se faire tirer dessus dans son garage. Là, ils ont vu que l'individu était revenu au-dessus de Farah et avait tiré un second coup de feu alors qu'elle était allongée sur le sol. C'était comme une exécution. Ils composent immédiatement le numéro d'urgence, le 911. Quand les secours arrivent, Farah est toujours en vie et consciente. Ils mettent tout en œuvre pour la sauver. Un hélicoptère était même en route pour la conduire à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Elle a rendu son dernier souffle sur le sol en béton. Followed by a scream and then another second quick gunshot. And then the suspect was seen hiding by a tree. The vehicle came around the corner and picked him up and left. La police se rend sur les lieux et débute immédiatement son enquête. Bien sûr, tout de suite, la police essaye de trouver un mobile à ce meurtre. Ce n'est pas le vol car l'auteur n'a rien dérobé à Farah. Ce n'est pas sexuel car elle n'a subi aucune agression physique. Ce dont la police est sûre, c'est qu'au vu des témoignages des voisins,
Cela ressemble à une exécution. Le tueur est revenu sur ses pas pour tirer une deuxième fois dans la tête de Farah. Ils ont pu également, dès le début de l'enquête, déterminer que le tueur était passé par le jardin, qu'il était rentré dans la maison par effraction et qu'il avait attendu le retour de Farah pour surgir derrière elle et commettre son crime. Évidemment, la police n'ayant pas de piste, le premier suspect de cette affaire va être Robert Fratta, son ex-mari. Farah a 33 ans. Elle est née à Guildford en Angleterre. Elle a grandi dans le sud de Londres. Elle poursuit ses études jusqu'à l'université et après l'obtention de son diplôme, elle commence à travailler dans une agence de voyage. À l'époque, elle rencontre d'abord son premier amour, un Anglais, et se fiance même avec lui. Mais quand ses parents quittent l'Angleterre pour s'installer aux États-Unis, elle décide de les suivre. En effet, elle a une relation fusionnelle avec ses parents et ne conçoit pas de vivre loin d'eux. C'est ainsi que Farah et ses parents s'installent à côté de Houston, au Texas. À son arrivée, Farah cherche immédiatement du travail dans le domaine du voyage. C'est sa passion et elle trouve un poste de vendeuse de billets chez American Airlines. Son intégration est très rapide. C'est une jeune fille charmante, dynamique, souriante et elle a toujours de nouvelles idées. En bref, elle mord la vie à pleines dents. Bien sûr, sa relation avec son fiancé en Angleterre devient impossible et elle devient célibataire, mais pas pour longtemps. Un jour, dans son agence se présente un homme qui va bouleverser sa vie. Et c'est le cas de le dire. Robert Fratta, alias Bob, un policier de Missouri City. Missouri City est une ville qui se situe dans le sud-ouest de Houston, à l'opposé de Ascosita. Bob, c'est un homme à femme. Il prend soin de lui, va à la salle de sport tous les jours, et les amis et collègues de Farah la mettront d'ailleurs en garde à ce sujet. Mais rien à faire, elle est sous le charme de Robert Fratta, et ils auront donc 3 enfants ensemble. La vie est belle jusqu'à ce que Farah découvre la face cachée de son mari, et je peux vous dire qu'elle ne va pas être déçue. Bob est un malade. Il a un vrai problème avec les excréments. Désolé, il n'y a pas d'autre terme. Pour être franc, pour Bob, ce n'est pas un problème. C'est même plutôt un plaisir sexuel. C'est là que ça devient assez trash. En réalité, le plaisir secret de Robert Fratta, c'était de manger les excréments au sens propre. Ça s'appelle de la coprophilie. Et c'était sa petite passion. Quand je vous dis qu'on ne connaît jamais assez les gens. Les pratiques de Robert se résument à 4 activités. Regarder sa femme avoir des relations avec d'autres femmes, se faire déféquer dans la bouche, se faire uriner sur le corps et qu'elle l'étouffe lors de l'acte sexuel. Sacré programme. Et d'ailleurs, il demande à Farah de faire ça tous les jours. Apparemment, pour Farah, ce n'est pas réellement ce qu'elle aime et elle essaye d'éviter ça au maximum. Mais les jours où elle n'assouvissait pas ses envies, il se mettait très en colère et devenait violent. Farah craque et demande le divorce. Mais Robert n'a pas l'intention de la laisser partir aussi facilement. Farah expulsera Bob de la maison. Mais pour lui, tout ça est un jeu et son but est d'en faire baver au maximum à son ex-femme. Il ne veut pas payer de pension, ne veut pas de la garde des enfants, mais il veut que le procès dure le plus longtemps possible pour éprouver Farah. Il demande d'ailleurs la garde des enfants. Tous ces éléments sont connus car Farah les a détaillés dans sa demande de divorce qui a été déposée auprès du tribunal par son avocat. Ces éléments seront rendus publics dès le début du procès. Forcément, Robert Fratta n'avait pas tellement envie que tous ces éléments soient déballés sur la place publique, ce qui confortait sa place de suspect numéro 1 pour la police. Un autre élément intéressant, quelques mois avant son assassinat, Farah a appelé la police complètement hystérique. Les forces de l'ordre se sont déplacées à son domicile. Elle déclare aux agents que cette nuit, alors qu'elle était au lit, un individu a brisé la fenêtre de son salon et s'est introduit dans sa maison par effraction. Il l'a attaqué devant ses enfants avec un taser, vous savez, les pistolets électriques paralysants. L'homme auteur des faits s'est ensuite enfui et n'a jamais été arrêté. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne pense que c'est un acte isolé. Certains pensent que c'est Robert Fratta qui a fait le coup, ou du moins qu'il était derrière cette affaire et avait même peut-être payé quelqu'un pour commettre cet acte. C'est 4 mois après cette nuit que Farah est assassinée. On peut dire qu'à ce moment-là, on a le gagnant, Robert. Vraiment un profil de winner. Mais un seul problème, il a un alibi en béton. Au moment du meurtre, il était avec ses 3 enfants pour une messe dans l'église bondée de Humble. Une église pleine de témoins qui l'ont vu prier au moment des faits. Les enquêteurs ne peuvent pas être sûrs que c'est Robert qui a appuyé sur la gâchette. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué.
Le soir du crime, la voiture de Robert Fratta a été perquisitionnée et 2 éléments assez intéressants ont été retrouvés par les enquêteurs. Un répertoire caché dans la boîte à gants avec beaucoup de numéros non identifiés et une enveloppe de 10 000 $ cachée sous le tapis. Robert Fratta dira aux enquêteurs que les 10 000 $ sont pour payer la chaudière du nouveau logement où il vient de s'installer. Sacré Bob, il a réponse à tout. Et croyez-moi, ça le rend réellement suspect. Il est conduit au poste de police pour être interrogé. Les policiers lui demandent s'il a organisé le meurtre de sa femme. Il pense dans un premier temps que Bob aurait pu organiser le meurtre pour la garde des enfants. Ils essayent de connaître les raisons du divorce. Robert leur répond qu'il a pris soin d'elle mais qu'il n'y avait plus d'amour entre eux. I guess to sum it up, basically, there was no romance and affection in our marriage. It was more like Les policiers lui demanderont même s'il haït sa femme au point de la tuer. I loved her, I provided for her, took care of her and everything, but I guess we just weren't in love with each other. L'interrogatoire ne donnera rien Because to me, et Bob se plaindra même d'avoir été violenté durant son interrogatoire. Le lendemain matin, il est libéré. L'enquête sur le meurtre de Farah se poursuit et les policiers sont persuadés que Robert Fratta est impliqué dans le crime. Mais son alibi est en béton. Il y a tellement de témoins à l'église qu'il a bien préparé son coup s'il est impliqué. La police ne cache rien et commence à le suivre, et vraiment à le suivre partout. Il ne lui laisse aucun moment de répit. Mais là où les enquêteurs vont faire une belle découverte, c'est à la salle de sport. En effet, ils apprennent que dans la salle, Robert Fratta parlait beaucoup avec ses partenaires de musculation. Voire il parlait trop. D'ailleurs, ses partenaires de la salle pensaient qu'il était dans un délire quelconque. Mais quand c'est devenu réel, ça a été une autre histoire. Il avait au moins parlé de ses projets à une vingtaine de personnes dans la salle, et il avait cette mauvaise habitude de tout noter. Il avait un carnet et dans son carnet, il a évoqué l'embauche de quelqu'un pour lui faire ce travail. Beaucoup de témoins ont rapporté à la police qu'au moment du meurtre, lorsqu'il était à l'église, il avait un comportement étrange. Il faisait des allers-retours réguliers pour passer des coups de téléphone, et son beeper n'arrêtait pas de vibrer pendant la messe. La police revient alors au carnet trouvé dans la voiture lors de la perquisition, et il s'intéresse à une certaine Marie Gipp. Il s'avère qu'elle et Robert étaient en contact quasi permanent le jour du meurtre. Au final, la police ne s'est pas réellement intéressée à Marie, mais plutôt à son petit ami, Joseph Dash. Il avait un profil beaucoup plus intéressant. Joseph connaissait bien Robert. Ils s'entraînaient ensemble régulièrement à la salle de sport. Les enquêteurs ont commencé à suspecter Joseph Dash d'être le tueur. Il était lui-même un ancien policier qui, selon la rumeur, était devenu tueur à gages. Les policiers emploient une stratégie bien connue. Ils mettent la pression sur Marie Gipp en l'accusant de meurtre. La stratégie est payante et Marie craque. Elle commence à parler et révèle toute l'histoire aux enquêteurs en échange de l'immunité dans l'affaire. Elle révèle que son petit ami, Joseph Dash, a été recruté par Robert Fratta pour organiser le meurtre de Farah. Et que pour commettre le crime, il a embauché un ami de son fils âgé de 18 ans, Howard Guidry, qui serait l'homme qui appuierait sur la gâchette. Pour ça, il recevrait 10 000 $. Joe a conduit Howard sur les lieux du crime. Il l'attendait pour prendre la fuite et il utiliserait le téléphone de Marie pour informer Robert que le contrat avait été rempli. Tout avait été prévu pour que Robert soit à l'église à ce moment-là et que son alibi soit parfait. Pour une raison inexplicable ou prémonitoire, Marie a vu l'arme du crime après le meurtre et en a profité pour relever le numéro de série du pistolet. Elle le donne bien sûr à la police qui retrace l'achat de cette arme par Fratta en 1982. Et le plus fou, c'est que la police avait déjà Howard Guidry en garde à vue et qu'il avait été arrêté en possession de l'arme du crime. En effet, au moment où Marie donne ces informations, le 1er mars 1995, Howard Guidry avait été arrêté après un braquage de banque où il s'était servi de l'arme qui avait servi au meurtre de Farah. Alors quand la police lui a mis la pression, il n'a pas fallu longtemps à Howard pour craquer et raconter toute l'histoire et participer à la reconstitution filmée du crime de Farah. Lors de la reconstitution, Howard Guidry explique d'abord aux policiers le déroulé des faits. Il leur raconte avoir tué Farah et avoir ensuite passé un coup de téléphone à l'église pour informer Robert de la réussite de sa mission. Ensuite, les policiers lui lisent ses droits et lui expliquent que tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui.
Enfin, à proximité du garage, il raconte que Joe Dash l'a déposé, qu'il a attendu que Farah rentre pour lui tirer dessus. Au moment de prendre la fuite, il l'a entendu gémir. Il a donc décidé de revenir sur ses pas pour finir le travail. L'enquête révélera que Bob avait approché au moins 7 personnes pour leur proposer de commettre le crime. Joseph Dash a également été arrêté et a rapidement avoué les faits. Bien sûr, Bob Fratta a aussi été arrêté. Le procès sera rapide et les 3 hommes seront reconnus coupables du meurtre. Ils seront tous condamnés à mort. 13 ans après le verdict, le procès est relancé et Howard Guidry ainsi que Joe Dash reviendront sur leur déclaration en disant qu'on leur avait forcé la main. Ça n'empêchera pas le juge de garder et valider les témoignages dans la procédure. Bob a de nouveau été jugé en 2009, reconnu à nouveau coupable et une nouvelle fois condamné à mort. Les appels n'ont abouti à rien et les 3 hommes se retrouvent de nouveau dans le couloir de la mort. En janvier 2023, la peine de mort de Robert Fratta a été exécutée. Il avait 65 ans et à 19h25, il a reçu l'injection létale mortelle. Il est décédé 24 minutes plus tard. Lorsque les autorités lui ont demandé s'il avait une dernière déclaration à faire, il a simplement dit non. Dash et Guitry se trouvent eux encore dans le couloir de la mort. Voilà comment se termine son histoire, celle d'un homme narcissique, soucieux de son image, qui passait son temps à la salle de sport, mais qui avait des secrets inavouables. Robert Fratta, sur la table d'exécution, n'a même pas eu le courage de reconnaître ses torts et n'a eu aucun mot pour ses enfants. Qui aurait pu imaginer que Robert Fratta, un homme sportif, qui tient à son image, ex-policier, était aussi déviant et aussi dangereux? On ne connaît jamais vraiment réellement les personnes qui nous entourent. La leçon à en tirer, c'est que même l'homme le plus charmant qui peut paraître le plus équilibré peut cacher le pire des monstres. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire de crime. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était SH. Faites attention à vous. Bye bye.